chef, ça mort. Oh putain, c'est du gros, ça. 306. Sans votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406, hein. Et à mon avis, elle sort pas de l'usine. Mais non, 306, c'est la vitesse enregistrée, abruti, préviens les motards. Oui. Un taxi blanc enregistré à 306 km/h. Je répète. 306 km/h, 306. Ouais, 306. Ok, on s'en occupe de suite. Oh! Ça va, mon général? Ah, là, c'est lui, il va se poser. Faut absolument que je sois là pour l'accueillir. Ah bah on va changer de tactique alors. Vous allez où, là? C'est pas la route. Ne vous inquiétez pas, c'est un raccourci. Accrochez-vous. J'ai un objet non identifié en approche sur la piste numéro 1. Nous venons d'atterrir à l'aéroport de Marignane. La température extérieure est de 35 degrés. Nous espérons que vous avez fait un agréable vol et nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de bime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 27e épisode de la 7e saison de The Cinema Show qui s'annonce déjà comme étant la meilleure émission de l'année. En effet, ce soir, il sera question de volants, de carburateurs, de bielles et de pistons. Vous l'aurez donc compris, nous allons aborder nos films préférés avec des voitures. Pourquoi choisir ce thème ? Pour une fois que je peux parler de taxi sans que ce soit hors sujet ou pas au programme, je vais certainement pas me gêner. Que vous soyez en live sur Twitch, en train de nous écouter sur les ondes radio du 102.2 FM ou en nous regardant sur YouTube, je vous conseille fortement d'attacher votre ceinture parce que les chroniqueurs de ce soir vont vous faire décoller de votre siège. Pour vous les présenter, je leur avais demandé avant l'émission leur date de naissance et je vais vous les introduire au travers de véhicules commercialisés durant ces temps-là. Oh, c'est nul. Il n'est pas facile de... S'il vous plaît. Dis-moi que je suis une Ferrari. Il n'est pas facile de l'apercevoir tant il se cache dans sa loge technique qui lui sert de garage. Mais lorsqu'il est présent, il est capable de tout. Homme tout-terrain qui manie à la fois la vidéo et les chroniques à la perfection. Ce soir, Lucas Van Hacker est un Volvo XC90. Je sais même pas. C'est juste ça là. C'est à l'écran. Ah, voilà. C'est bien. Pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez voir les voitures. Alors pour ceux qui sont à la radio, c'est une grosse familiale. Ouais, c'est une grosse familiale. Comme Lucas, finalement, c'est une grosse familiale. Pas mal. Ensuite, il est visible quasiment de partout, aussi bien ici que sur les routes de Cannes, et il en a toujours sous le capot malgré son kilométrage élevé. Sa couleur verte ne passe jamais inaperçue, même si elle est de très mauvais goût. Ce soir, Hugo Paccard est une Citroën C3. Oh putain. Comment ça va, Hugo? Ça te va bien. En plus, il a choisi le pire modèle de Citroën C3. Bah écoute, moi ça ne va pas du tout bien parce qu'on va parler d'un film de beauf et donc du coup je suis pas heureux. Oh là là. C'est vrai que c'est un film de beauf Holly Motors. Ensuite, il est toujours entouré d'une ribambelle de copains et ne voyage donc jamais seul. Adapté à toutes les situations, ce véhicule-là fait remémorer sans cesse les plus beaux souvenirs de notre enfance à coup de nostalgie. Ce soir, Luca Bernardini est un Opel Meriva. On a à peu près les mêmes courbes. Ça en plus, voilà, je parle de souvenirs nostalgiques parce qu'en fait, c'était la voiture de ma mère pendant très très longtemps. Donc, voilà. C'était la voiture de ta mère ? Non, mais par contre, quand tu parles de film, t'arrives
j'arrive à le faire et à me provoquer de la nostalgie, c'est pour ça. T'arrives à être la voiture de sa mère quand tu parles de film. Ça me va très bien, j'aime cette comparaison. Il est un spécimen rare, très rare, au point d'aimer des films que beaucoup qualifient de mauvais. Pourtant à l'aise dans tous les environnements et capable des métaphores les plus incroyables de sa génération. Ce soir, Hugo Bourges est un Citroën C3 pluriel. Qui a la particularité d'avoir les arceaux qui se démontent pour que ce soit entièrement décapotable. Putain, Hugo, t'as les arceaux qui se démontent. Oui, la voiture est horrible. La voiture a été jugée extrêmement moche. Voilà. Non, mais ça va, t'aurais pu être une Fiat Multipla. Un peu envie de démonter les arceaux d'Hugo. Lucas, on est qu'à 10 minutes d'émission. Tandis que moi, j'embarque tout ce petit monde dans cette merveilleuse émission. Quoi de mieux donc qu'une magnifique Peugeot SW307. J'adore cette caisse. Voilà. Wow. On n'oublie pas évidemment nos énormes V8 et V12 en régie que sont Alexandre et Yanis, sans qui cette superbe émission ne pourrait rouler correctement. Durant cette soirée, 5 films vont être chroniqués, un par personne. Mad Max Fury Road de George Miller, The Rover de David Michaud, Holly Motors de Léos Carax, Les Muppets le film de James Froley et Taxi de Gérard Pires. Durant l'émission, on aura les news d'Hugo, nos chroniques pas du tout objectives sur nos films favoris, une carte blanche sur le thème de l'automobile, le quiz d'Hugo et les recommandations de l'équipe. Mais tout d'abord, on passe la deuxième avec les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On commence les news d'aujourd'hui avec un mercato rempli. Alors dans ce mercato, on va parler de petits films, des films d'auteur, avec très peu de budget, pas très connus. Donc, Avengers Doomsday. Ce mercredi, une vidéo en direct filmant des chaînes de tournage avec les noms des stars a dévoilé l'énorme casting d'Avengers Doomsday, annonçant au passage le coup d'envoi officiel de la production du prochain méga film de la saga, prévu le 29 avril 2026 au cinéma. Alors on commence. Voici la liste des acteurs et actrices qui vont revenir pour ce film. Tout d'abord, l'équipe des Avengers. On retrouve Chris Hemsworth, un Thor, qui sera bien de la partie. Tout comme Anthony Mackie, le nouveau Captain America, ainsi que ses compagnons, Danny Ramirez, le nouveau Falcon, et Sebastian Stan, un Bucky Banners, alias le soldat de l'hiver. On retrouvera aussi Paul Rudd, Ant-Man, et plusieurs acteurs de Black Panther, Laetitia Wright, un Shuri, Winston Duke, un M'Baku, et le grand méchant de Wakanda Forever, Tenoch Huerta Medja, un Namor. J'en voulais encore, voici les 4 fantastiques qu'on n'a encore jamais vus à l'écran, avec Pedro Pascal, un Mister Fantastique, Vanessa Kirby en la femme invisible, Joseph Quinn en la torche humaine, et Ebon Moss Bachrach en la Chose. Ils feront leur début au cinéma le 23 juillet prochain dans les 4 fantastiques. Attendez, je reprends mon souffle. Les stars de Thunderbolt au cinéma le 30 avril prochain seront là aussi. Florence Pugh en Yelena Belova, David Harbour en Red Guardian, Wyatt Russell en US Agent, Anna John Kamen en Ghost et Lewis Pullman en Bob. Nous avons aussi une belle liste de mutants avec Patrick Stewart en Charles Xavier, Ian McKellen en Gandalf, Kingsley Kramer en Fauve, Alan Cumming en Diablo, James Marsden en Cyclope, Channing Tatum de retour en Gambit et la première mystique, Rebecca Romijn. Et enfin, on retrouvera Iron Man avec Robert Downey Jr. Doctor Doom. Mais il manque quelques têtes au casting. Il nous manque Benedict Cumberbatch en Doctor Strange ou encore Tom Holland en Spider-Man. J'ai perdu mes fiches, super. T'inquiète, on a le temps. Ouais, c'est bon. Bon, par pitié les producteurs, faut choisir un autre jour que le 1er avril pour annoncer vos projets. C'est ingérable pour moi. Mais la presse américaine confirme aujourd'hui que David Fincher réalisera bien Once Upon a Time in Hollywood 2, la suite du chef-d'œuvre de Quentin Tarantino dans le Los Angeles des années 60. Et ce sera pour Netflix. Quentin Tarantino sera à l'écriture du scénario et comme il s'agit d'une suite directe, Brad Pitt en sera la star et reprendra son rôle de cascadeur de Cliff Booth. On finit ce mercato avec les annonces du cinéma Con qui se déroule actuellement à Las Vegas. Les annonces se déroulent en plusieurs panels présentés par les majors de production. Le lundi 31 mars, nous avons donc le Planet de Sony avec plein d'infos. La plus grande surprise fut l'annonce officielle du projet Beatles par le réalisateur Sam Mendes. Une saga de 4 films, chacun centré sur un membre différent du groupe mythique. Mendes a présenté le casting. Nous avons donc Paul Mescal dans le rôle de Paul McCartney, Harry Dickinson en John Lennon, Mary Keoghan en Ringo Starr et Joseph Quinn en George Harrison. Info surprenante, mais les 4 films vont sortir le même mois.
Sony a aussi annoncé les nouveaux films Spider-Man. Nous avons enfin de nouvelles de la suite du film d'animation avec des nouveaux visuels magnifiques. Spider-Man Beyond the Spider-Verse sortira le 4 juin 2027. Et enfin, le titre du nouveau film Spider-Man avec Tolman vient d'être dévoilé et sera Spider-Man Brand New Day et sortira le 31 juillet 2026. Le nom vient de comics avec la présence des méchants comme Mystère Négative et Venom. On continue avec le panel de la Warner et avec son magnifique patron qui a indiqué que la Warner se concentrera plus sur les franchises que sur les films d'auteur. Pas beaucoup d'infos pour la Warner. Nous avons appris qu'un nouveau film Looney Tunes est en préparation et des nouvelles images de Superman de James Gunn a été dévoilées. On finit avec le panel de Lionsgate avec quelques infos. Kenny Reeves reprendra du service. L'acteur iconique sera de retour dans John Wick 5 malgré la fin du quatrième opus. Parallèlement, l'univers John Wick continue de s'étendre avec un film d'animation préquel avec la voix de Kenny Reeves. Et j'ai encore perdu mes fiches. C'est bon. Il y aura aussi un spin-off centré sur le personnage de Kane. Dans les tuyaux depuis quelque temps, ce film autour de Donnie Yen sera réalisé et produit par Yen lui-même. Le tournage sera à Hong Kong courant 2025. La Comic-Con se finira ce mercredi avec la présentation des panels de Universal, Disney et de la Paramount. Comme je l'avais promis, on n'a parlé que des films d'auteur dans ce mercato. Alors, des réactions envers cet immense mercato ? Qu'est-ce que c'était nul ce reveal des acteurs de Avengers Doomsday. C'était trop en fait, l'idée était intéressante d'un point de vue marketing parce que du coup ça fait que le hashtag Avengers Doomsday a traîné pendant 5 heures, ce qui est énorme. Mais alors, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on se faisait chier. C'était juste des noms de chaises. C'est toutes les 13 minutes. Moi, toutes les 13 minutes. Je suis resté 5h30 à attendre chaque non, mais j'ai fait plus, pareil, hein. Et parfois, j'étais très déçu. Genre, Tena Huerta, on enlève Jonathan Meyers, mais Tena Huerta, on le laisse. Ouais, quoi. voilà, alors que bon, il accusait des mêmes saloperies globalement. Mais en plus, genre, c'était trop. On pouvait se faire un blind test Marvel, ce qui était assez drôle. Et en plus, à chaque fois, je me trompais. J'étais là, ah bah non, c'est pas ce personnage. Moi, j'ai eu beaucoup de fois. Ok, bon, X-Men, c'était facile. Quand j'ai eu les musiques de Deadpool et Wolverine, j'ai fait Ryan Reynolds ou Hugh Jackman. Et quand il y a eu Channing Tatum, j'avoue que j'ai un peu explosé mon slip. Pour moi, c'est un peu un aveu de faiblesse de faire revenir tous ces personnages. Mais en tant que gamin, t'es trop content. Mais c'était quand même attendu, quoi. C'était la promesse dès le début, c'est que Secret Wars et Doomsday, ce sera des films du multivers. Il y aura tous les personnages de tous les films Marvel et ça va être le bordel avant qu'on revienne sur des rails un peu plus calmes. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils le révèlent si tôt et je pense que l'idée c'était aussi qu'il y a eu des leaks récemment et donc c'était que de détourner un peu l'attention. Ah non, il y a ça. Vous concentrez pas trop sur les leaks. C'est autre chose. Enfin, mais du coup, c'est un peu bizarre ce reveal. En plus. C'est pour rêver des personnages que genre il y aura Winston Duke. Ouais. En plus ça spoil Thunderbolts aussi. Parce que toi tu dis en Bob, mais tout le monde sait que ça va être Sentry. Oui, et puis on sait tous que il y a un personnage, on sait depuis le début qu'il va mourir dans Thunderbolts. Là ils l'ont plus ou moins confirmé. Donc oui, parce qu'ils ont annoncé le retour de tous les Thunderbolts sauf un. Oui. Qui bah vous verrez. Réponse dans Thunderbolts. Mais sinon, moi je suis très content pour le nouveau film Looney Tunes en sachant qu'au même moment ils ont annoncé qu'il y aurait un film Les Pierres à Feu et un nouveau film Tom et Jerry. Et moi je prends toujours. Et t'as pas parlé, peut-être tu vas en parler après, mais du rachat de Coyote versus Acme. Non, j'ai pas parlé. C'est dingue, Coyote versus Acme. C'est un film qui devait être J'en avais parlé la semaine dernière dans les news. Qu'effectivement, il y avait potentialité à ce que ça se fasse racheter. Là, bon. Et du coup, là, c'était acté. Ça a été racheté donc pour sauvé par Ketchup Entertainment qui avait déjà sauvé Daffy et Porky. Et du coup, on l'aura l'année prochaine. Et je suis trop content. On l'aura l'année prochaine s'il est aussi acheté en France. Mais un peu bizarre cette date de sortie en 2026. Enfin, je veux dire, le film est prêt. Vu qu'ils ont récupéré Daffy et Porky, pour moi, il y a aucun doute qu'en France ça va être récupéré, surtout un film Les Looney Tunes avec John Cena produit par James Gunn, ça va faire des entrées, donc je suis très content. Et on enchaîne tout de suite avec une petite polémique autour du studio Ghibli. Depuis quelques jours, des images reprenant le style emblématique de Ghibli fleurissent sur les réseaux sociaux. Des scènes cultes, des photographies iconiques ou des mèmes sont reproduits à la sauce du célèbre studio d'animation japonais. Et c'est aussi triste qu'inquiétant. D'où viennent ces visuels ? De la dernière version d'OpenAI, l'entreprise américaine d'intelligence artificielle derrière ChatGPT, qui propose donc ChatGPT, mais la version 4.0, son générateur d'images le plus avancé à ce jour. Donc moi-même, j'ai aussi tenté de recréer des photos, et ça m'a fait d'abord rire, puis j'ai eu peur. J'ai demandé à l'IA, avec juste une seule phrase, de réaliser le style suivant.
Tout d'abord, le style Ghibli, et ça donne ça. Et après, le style Pixar, et ça donne ça. Le style des Muppets, et ça donne ça aussi. Et oui, c'est inquiétant, et j'ai peur. Voilà, pour ceux qui sont à la radio, c'est une photo de Lucas et Maxime en Muppets. Elle est trop bien cette photo. Ouais, alors après, je vais mettre après de profil. Et après, il y a une autre qui arrive, mais bon. Oula. Donc, Oula. Bon, c'est pas grave. Le cofondateur et personnage emblématique de Ghibli, le japonais Hayao Miyazaki, s'est montré par le passé très critique de l'utilisation de l'IA dans le dessin animé. Je n'aurais jamais l'idée d'intégrer cette technologie dans mon travail, avait-il déclaré dans un documentaire à la télévision publique japonaise. Je pense sincèrement que c'est une insulte à la vie même. Et l'utilisation de la tendance par les politiques sonne la fin de la récréation. Surfant sur la tendance, de nombreuses personnalités publiques et entreprises ont eux aussi repris le style du studio. La Maison Blanche a posté jeudi une image transformée en dessin façon Ghibli d'une ressortissante dominicaine interpellée pour trafic de stupéfiants. La jeune femme, qui apparaît pleurant les menottes au poignet, a été interpellée à faire le défi, d'après les Maisons Blanches, de retour après avoir été expulsée du territoire américain. En France, Emmanuel Macron a utilisé une image générée par l'IA pour les 60 ans de la protection civile. En résumé, ça va être compliqué d'ignorer les IA dans les prochaines futures années. Les sociétés de production vont sûrement utiliser l'IA pour ces futures productions. Que reste-t-il alors de l'essence même du studio Ghibli, si ce n'est qu'un simulacre vidé de sa substance? En réalité, c'est moins une menace pour l'esthétique du studio que révélateur de ce que distingue un artiste d'un programme. L'émotion sincère et l'âme insufflée dans chaque trait. Le dessin chez Ghibli est un langage, une manière de raconter des histoires avec l'immunité. L'IA, elle n'a ni mémoire, ni vécu, ni rêve propre. Elle ne fait que répéter. Et pour être honnête avec vous, ce dernier paragraphe, je ne l'ai pas écrit. C'est ChatGPT qui se définit comme ça, par mon propre. J'ai peur pour moi et d'être remplacé. Votre avis sur cette trend? C'est de la merde en fait. Le truc, c'est que c'est devenu viral, donc tout le monde le reprend sans penser aux conséquences derrière. ChatGPT, c'est pas juste des conséquences sur les artistes, c'est aussi des conséquences écologiques. C'est 10 fois plus de consommation d'électricité par prompt, donc c'est énorme par rapport à une recherche Google. Donc c'est quand même énorme et les gens se félicitent de ça et ne pensent pas du tout aux conséquences derrière. En fait, je comprends que la technologie soit effrayante parce que c'est des choses qu'avant il fallait payer un graphiste pour faire et que maintenant on peut faire en 2 secondes. Alors je comprends que sur le papier ça peut être cool, mais il y a des conséquences sur des gens derrière qui vont perdre du boulot, il y a des conséquences écologiques. C'est quand même très dommage de pas penser à ça quand on utilise ChatGPT, qu'on génère une image. Et de pas penser aussi qu'on l'alimente en fait. Il y a des gens qui l'utilisent de manière critique pour critiquer l'IA. Mais du coup, quand on critique l'IA, en l'utilisant, en fait, on fait son jeu. C'est très dommage. Et du coup, ça fait peur. C'est ce que j'ai fait là. Oui, voilà, ça fait que c'est juste un paragraphe et des photos. Tu l'as fait à un degré qui est. Tu critiques l'IA. Enfin, c'est du 3e degré. Ouais, mais oui, du coup, ça fait très peur parce qu'en plus, personne ne réagit. L'IATSE qui protège un peu les techniciens de l'audiovisuel a menacé de grève il y a quelques temps. Au final, elle n'a pas réagi du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est la question qu'on se pose. Très très peur pour la suite. Le secteur culturel, à mon avis, il va en prendre un coup, je pense, très sincèrement. Il a été Batman, Iceman, Matt Mardikan, Jim Morrison, Doc Holliday, Simon Templar et bien plus encore. Val Kilmer nous a quittés, il avait 65 ans et luttait depuis plusieurs années contre un cancer de la gorge. L'acteur qui avait fait une apparition testament il y a 3 ans dans Top Gun 2 est décédé mardi à Los Angeles. Sa fille Mercedes a indiqué au New York Times que la cause du décès était une pneumonie. Avec son visage juvénile et sa chevelure blonde, Val Kilmer a connu une carrière florissante dans les années 1980 et 1990. Dans l'été, l'une des superstars grâce à son second rôle de Top Gun, rival de Tom Cruise, et grâce à sa prestation héroïque, un héros, Bad Boy dans Willow. Je me souviens encore d'avoir entendu les gens pleurer au cinéma pendant cette scène entre Val Kilmer et Tom Cruise dans Top Gun Maverick. Je suis incroyablement reconnaissant que Cruise a insisté pour cette scène, car ce moment est éternel. Repose en paix à Iceman. Remember Jimmy McElwain on the yard used to say, you want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Remember that?
For me, the sun rises and sets with her, man. Yeah. Okay. Du coup, moi, j'ai appris la news et au fait, j'ai eu une grosse pensée pour mon papa parce que je sais que c'est un très grand fan de Top Gun et je pense que ça a fait plaisir notamment à tous les fans du premier Top Gun de revoir justement ce personnage de Iceman dans le deuxième parce qu'on s'y attendait peut-être pas forcément et ouais, bah ça fait un choc. Alors après, moi, je le connais pas forcément, je le connais juste via Top Gun Maverick du coup, donc je peux pas trop en parler, mais je pense que peut-être vous avez peut-être vu un peu plus oui, bien ces sûr, films. bah, moi j'ai vu Hit, c'était la scène que je voulais mettre. Et aussi moi je vous conseille celles et ceux Batman Forever. Non, bah oui, c'est ça. C'est pas mal. Moi j'aime bien regardez quand même Batman oui, Forever. parce que c'est pas mal. Ils jouent Batman avec un collant magnifique. Non, mais plus précisément, allez voir le documentaire sur Val, il s'appelle Val, tout simplement, qui parle son combat de la vie, c'est-à-dire sur le cancer de la gorge, et ça parle de l'acteur, le comédien qui essayait de trouver une voie dans sa vie, et là il doit se bagarrer pour trouver sa voie, garder sa voie dans le sens large du terme mais aussi viscéral. Donc moi je vous conseille fortement parce que c'est profondément humain et motivant à voir un homme qui combat à ce point-là. Voilà. D'ailleurs pour Top Gun 2, Paramount avait développé pour lui un logiciel qui recrée sa voix via IA. Et ils lui ont offert le logiciel après le tournage pour qu'il puisse l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Donc je crois que Val Kilmer c'est un des premiers dont on a recréé la voix par IA, mais c'était dans un but thérapeutique en fait. Donc c'est intéressant dans ce but-là, je trouve. Oui. Bon, et bah écoute, merci beaucoup Hugo pour ces news. Et bah dans ce cas-là, on passe tout de suite à notre partie chronique. Et bah écoutez... Ouais non pardon, je suis en train Arrêtez, c'est non émission même. Allez, 1, 2, 3, meubles. Ouais, et bah écoutez, on va passer tout de suite à la première chronique de cette soirée, donc à savoir le très grand film post-apocalyptique et explosif qui est Mad Max Fury Road et qui est présenté ce soir par notre cher Hugo Paccard. Ouais, alors cette semaine on parle de pas mal de films, des trucs bons, des trucs moins bons aussi, mais apparemment je dois pas offenser notre sacro-saint animateur, donc je dirais pas de Taxi est un film de beauf produit par un prédateur. Oh, ok, d'accord. Enfin bref, n'empêche que là on va parler du meilleur film des années 2010. C'est même pas moi qui le dis d'ailleurs, parce que c'est Gauthier qui me l'a dit et il a toujours raison. Enfin, sauf que quand il dit qu'il aime pas Conclave, parce que moi j'ai plutôt bien aimé et Conclave, c'est une masterclass. Bref, on va parler de Mad Max Fury Road, sorti en 2015, réalisé par King George Miller. Et tout de suite, je vous emmène avec moi dans le monde du gaspille et du chrome à travers la désolation. Tout ça en moins de 5 minutes, j'adore les défis. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter la saga Mad Max, curiosité venue du cinéma australien des années 80 et de l'esprit fou d'un homme aux lunettes ultra classe, car au final, je la connais assez mal. Cependant, je suis un grand fan de Fury Road, quatrième opus de la saga qui opérait d'ailleurs un grand retour à sa sortie, puisque ça faisait exactement 30 ans depuis le troisième opus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que George Miller a fait table rase. Exit donc Mel Gibson, l'interprète de Max depuis le premier opus, qui se voit remplacé par un génialissime Tom Hardy, accompagné également par l'incroyable Charlize Theron dans le rôle de Furiosa. Alors de quoi ça parle Fury Road ? C'est assez simple. Max erre sans but dans le désert quand il est capturé par des Warboys, des mecs chauves qui se baladent torse-poil dans le désert et qui sont dédiés à la cause d'Immortan Joe, un type peu aimable qu'on comprend vite être un ancien militaire qui domine la citadelle. De cette citadelle va s'échapper Furiosa, conductrice de camion pour Immortan Joe, qui emporte avec elle le bien le plus précieux de Seigneur de guerre, ses épouses. De fil en aiguille, les histoires de Max et Furiosa vont se croiser et ceux-ci vont devoir collaborer pour échapper puis triompher de l'ordre de Pagnol qui se lance à leur poursuite, puisque notre brave Joe est visiblement un poil toxique. Alors on va en arriver au sujet, pourquoi Fury Road c'est génial ? Bah là aussi c'est explicable assez facilement par le fait que le film n'a aucun scénario. Alors d'habitude quand on entend ça c'est plutôt une critique, mais là c'est vraiment une force du film. Si George Miller il a passé du temps avec ses co-auteurs à construire un univers vaste et riche, il en revanche jamais passé par l'étape pourtant d'ordinaire fondamentale du scénario. Le film a bien été écrit, mais sous la forme d'un gigantesque storyboard. Miller a pensé son film comme une suite d'images, où chaque plan remplit 1, 2, voire 30 fonctions narratives, chaque geste, chaque regard, chaque expression des personnages raconte quelque chose, en somme un objet purement cinématographique dans la droite lignée des débuts muets du cinéma, où la place de la narration visuelle est primordiale. Là, je vous sens perdu, alors je vous propose un exemple. On est à la fin du premier acte, à la suite d'une intense course-poursuite. Le camion de Furiosa est enlisé et les troupes d'Immortan Joe sont en train de les rattraper. Arrive Max, enchaîné à Nox, un Warboy qui lui sert de poche de sang, grâce à une transfusion. Alors là, il me faudrait une chronique entière pour expliquer en quoi cette scène est brillante. Mais retenez que quasiment sans dialogue entre eux, Max et Furiosa passent de prisonniers à adversaires, puis alliés en moins d'une scène. La preuve que Fury Road est évidemment bien écrit. Bon là par contre je vois Maxime râler parce que j'ai toujours pas parlé de voiture, donc on va essayer de l'évoquer parce que là aussi c'est méga intéressant. Si vous regardez cette émission sur Twitch et YouTube, vous voyez quelques designs passer. Ces designs sont l'œuvre de Jacinta Leong, directrice artistique du film.
Et depuis son invention, la voiture, c'est clairement une marque de masculinité et de virilité. En témoigne le fait que Maxime n'a pas son permis. Et ça, George Miller... Quel connard. Ça, George Miller, il a clairement conscience de la voiture comme marque de virilité, pas du permis de Maxime. Enfin, quoique. Du coup, les designs de Jacinta Leong sont excessifs au possible. Entre les Cadillacs montés les unes sur les autres, les voitures pleines de pics, un camion avec un guitariste de métal dessus, dont la guitare crache des flammes. C'est trop bien ça. Toutes ces bagnoles viennent montrer la virilité excessive des méchants, et cette virilité excessive, c'est clairement une des critiques de Fury Road. Comme je l'ai dit, les Warboys se pavanent torse-poil, exhibant leur virilité comme un trophée. D'une certaine manière, ce sont des sauvages. Alors, les Warboys ont la peau giga blanche, Miller s'amusant à retourner le cliché de l'homme blanc qui serait civilisé contre les autres minorités sauvages. L'homme blanc est ici le vrai sauvage, mais cette sauvagerie elle n'est pas marquée par une forme de manque de savoir-vivre ou de manière, par le fait que le sauvage n'a pas de volonté propre, il ne vit que pour accomplir les désirs d'un chef égocentrique, représentant clairement une forme de capitalisme poussé à l'extrême. Le personnage de Nux, un Warboy qui accompagne malgré lui Max et Furiosa dans leur périple, va être d'ailleurs poussé sous l'impulsion d'une des femmes de Joe à quitter ce système et symboliquement à mettre une veste. Un appel clair de Miller à mettre fin au double système capitaliste et patriarcal. Avant de finir, j'ai un dernier aspect à aborder. Fury Road, c'est pas seulement la confirmation du talent de George Miller, c'est aussi la révélation de son talent à lui. Alors, je vais bien sûr parler de Junkie XL, le génial compositeur du film. Alors, comme beaucoup de compositeurs aujourd'hui, il vient de l'école Zimmer. C'est un des rares qui se l'est approprié pour être suffisamment reconnaissable. Son style est assez habile pour pouvoir mélanger la musique électronique avec la musique orchestrale tout en ajoutant des instruments comme la guitare électrique. Pour les aficionados de DC, c'est aussi lui qui a trouvé le génialissime thème de Wonder Woman dans DCU. Thème joué au violoncelle électrique, soit un habile mélange de modernité et de tradition. Ce qui est assez dingue avec la musique de Fury Road, c'est à quel point chaque piste, chaque sample, chaque extrait semble parfaitement capturer l'énergie de ce qu'on voit à l'image. Que ce soit cette piste, Brother in Arms, pour les scènes d'action, l'introduction qui pose la personnalité de Max ou l'incroyable course-poursuite dans la tempête de sable, où la musique restitue parfaitement le chaos ambiant. En fait, c'est assez simple, Junkie XL, ou Tom Mulkenbank de son vrai nom, il a pas refait mieux depuis, alors qu'il en a fait des projets audacieux à la démarche autoriale forte, comme par exemple Sonic, Deadpool, Godzilla vs Kong ou encore Terminator Dark Fate. Bref, vous l'aurez compris, Fury Road c'est un film génial, riche, visuellement très beau et c'est aussi un excellent divertissement. Et c'est pas pour rien que Gauthier et énormément d'autres cinéphiles le considèrent comme le meilleur film de la décennie 2010. C'est clairement un titre qu'il a pas volé et aujourd'hui j'accepte à mon tour de l'en adouber. Soyez témoins. On est tous témoins, effectivement. Est-ce qu'on a un rapide avis sur ce film, l'équipe? Banger. Bah, oui. C'est le meilleur film d'action. Bien sûr, mais sans aucun doute, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'action et l'un des meilleurs films de voiture de ces 15-20 dernières années. C'est le meilleur film de la soirée, malheureusement. Donc ouais, bon. Wow. Moi, je dis qu'il se tape avec un autre. Mais je dirais pas lequel, moi. Peut-être le mien. Taxi. Ouais. Maxime, personne ne croit ce que tu dis. Moi j'ai juste une anecdote sur Mad Max Fury Road. Je l'ai montré à mon père. Je lui ai dit, parce que je lui ai vendu, je lui ai dit, putain, ce film, il est vraiment bien, il est vraiment bien. C'est un super film d'action. Je l'ai montré. Mon père, il m'a dit, j'ai rien compris à l'histoire. Moi, c'est ma mère qui m'a traîné le voir au ciné à sa sortie parce qu'elle adore Mad Max. Bah, ta mère, du coup, elle a bon goût. Ouais. Et du coup, bah, c'est vachement bien. Ouais, mais elle a totalement raison. Eh ben écoute, merci beaucoup Hugo. De rien. On reste dans la dystopie et l'apocalypse, mais cette fois-ci avec un film qui est bien moins connu, à savoir The Rover, sorti en 2014 et qui est présenté ce soir par Lucas. Alors, ce soir, direction l'Australie, mais oubliez les plages dorées et les paysages idylliques. Ici, le monde est à l'agonie, à décor aride où l'humanité s'est presque entièrement évaporée. The Rover, réalisé par David Michôd et sorti en 2014, nous plonge dans une atmosphère suffocante où le désespoir est roi et la violence omniprésente. Et je vais vous laisser découvrir le petit teaser de The Rover. What feeling do you have when you wake up in the morning? When your feet touch the floor? Or before that, when you're lying there, thinking about your feet hitting the floor? What feeling do you have? What does that feel like for you? Alors, Kate Pierce incarne un homme
On regarde mûr à la posture atypique, mystérieux et inquiétant. Face à lui, Robert Pattinson, méconnaissable, traîne sa carcasse comme un chien battu, blessé, abandonné. Deux âmes perdues réunies par le vol d'une voiture. Et c'est là que tout commence. Un road trip crépusculaire, sans éclat, sans lumière, où chaque rencontre est une menace, où chaque échange flirte avec l'étrangeté, la perversion et le traumatisme. Ici, la religion n'est plus un refuge. Elle a été balayée par l'horreur, autant morale qu'humaine. Les deux hommes traversent des épreuves, des péripéties qui ont filé du temps, mise entre eux un lien fragile, un duo improbable, mais porteur d'une infime lueur d'espoir, comme une lampe à bout de souffle, chancelante sur le point de s'éteindre, mais qu'on espère voir tenir encore un peu, juste assez pour ne pas sombrer totalement dans l'obscurité. Parce qu'au fond, cette obscurité nous reverrait à nous-mêmes, face à notre propre cruauté, notre orgueil, notre humilité, nos colères enfuies. Mais The Rover n'est pas qu'un film noir. Par moments, on est noir d'un silence, dans une respiration. On perçoit des fragments d'humanité. Comme si même dans ce monde en ruine, quelque chose refusait de mourir. C'est là que réside la force du film. Kate Pierce, magistrale, incarne un homme usé, rongé par la colère et les retraits, obsédé par une seule chose, récupérer sa voiture. Simple, pas tant que ça. Dans un univers où l'espoir n'existe plus, où tout est réduit à sa valeur matérielle, l'argent, l'essence, la nourriture, cette voiture devient une obsession, un symbole. La preuve qu'il reste encore quelque chose à défendre. The Rover frappe fort, brutal, sec, sans fioriture. Il interroge la nature humaine et nous confronte à la lente désintegration d'une civilisation. C'est un film qui ne laisse pas indemne, un voyage rude mais essentiel. Alors si vous aimez les expériences cinématographiques intenses, préparez-vous. The Rover n'est pas un film qui se regarde, c'est un film qui se vit, parce que, hélas, on s'identifie. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. C'était. J'étais aussi ému que j'étais ému à la fin de Venom 3. C'est incroyable. Non, c'est premier degré. Alors, du coup, moi, j'ai découvert le film parce que je le connaissais pas du tout. Je pense que quasiment personne ici ne l'avait vu avant, le film. C'est hyper méprisant, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et alors, pour ma part, je me suis pris une grosse claque. J'ai kiffé ma race devant le film. Genre, c'était vraiment bien. J'ai kiffé. Les plans extrêmement longs, l'action qui est à la fois très calme dans un univers désertique mais qui est très pesante, ça marche extrêmement bien. Et Guy Pearce, oui, bah bien sûr, il est monumental, bien sûr. Moi je suis pas très fan de road movie, mais j'ai quand même été accroché et j'ai passé un plutôt bon moment. Ouais. Moi je suis amoureux de Robert Pattinson. Oui, bon, moi aussi, mais bon, il est amour. C'est Mad Max mais calme. Voilà, parce qu'il fallait qu'il le cache. Voilà. Et puis bah écoute, t'as dit oui mais c'est à moi. Bah oui, bah c'est à toi Hugo, puisque on va passer de la dystopique à l'étrangeté avec le film Holy Motors qui est sorti en 2012 et qui est présenté ce soir par Hugo. Bon, j'ai mal fait mon travail, j'ai pas fait de chronique, mais ça va venir. Personnellement, ça va venir du cœur. Les films qui m'obsèdent pendant une semaine, 2 mois. 2 mois, une année, il n'y en a pas beaucoup. Mad Max a été un des films qui m'a hanté, presque, que j'adorais Mad Max. Minecraft. Je peux citer Usual Suspect et des films comme ça, qui m'a fait un peu découvrir le cinéma. Ma cinéphilie a découvert avec Camping. Camping, incroyable exemple. Incroyable exemple, Camping. Mais... Pardon. Moi j'adore Brice de Nice. Et du coup, Holy Motors. Holy Motors, c'est l'un des films qui m'a obsédé pendant beaucoup de temps et qui m'obsède toujours. Pour vous dire, pour cette émission, il fallait revoir tous les films. Je n'ai pas revu Holy Motors. Ah, il fait mal son taf en plus. Ouais. Parce que j'ai revu que ce film qu'une seule fois, et une seule fois c'est suffisant tellement le film m'a marqué, tellement le film m'a imprégné. J'adore chaque élément du film. Pour vous expliquer un peu ce que c'est le film, on suit le personnage de Denis Lavant qui va incarner 13 personnages différents pendant tout le film. Quel est le rapport avec la voiture ? Dans le film, on
on suit tous ces déplacements, tous ces changements de personnages à travers une limousine qui représente qui va représenter une métaphore, bien évidemment. Ce film, il faut pas essayer de le comprendre. Il faut essayer juste de s'embarquer par ce film. C'est un poème qui va vous déchirer votre cerveau, mais c'est reste un poème magnifique. On a des séquences fabuleuses que je trouve. Bon, je suis le seul à l'aimer ici. Non. Il y a des trucs que j'ai bien aimé, moi. Ouais, bah après moi aussi, mais c'est juste moins importé. Je cite par exemple l'entracte qui est pour moi l'une des scènes qui m'a obsédé pendant longtemps. Donc, c'est quoi l'entracte ? L'entracte, c'est la scène de l'église. La scène du concert dans l'église. Ah putain, ça c'était bien. Où il y a Bertrand Cantat. Ça c'était très c'est le seul défaut du film. Il y a Bertrand Cantat dedans. C'est qui ? C'est le chanteur de Noir Désir qui a tué quelqu'un. Qui est Marie Trintignant. C'est tué Marie Trintignant. Il est dans le film. Voilà, c'est le seul défaut pour moi du film. Voilà, et donc il y a des scènes sublimes. Je pense qu'il y a la scène de science-fiction, de stop motion, qui parle de la technologie du cinéma qui accélère au fur et à mesure. On voit le personnage de Denis Lavant essayer de s'adapter et devenir lui-même un monstre avec cette nouvelle technologie. On a du documentaire avec la grammaire qui a un style très documentaire, qui est le personnage de Léo Carax qui dit qui parle sans lag de sa représentation du cinéma, de sa relation, tout ça. On a aussi Monsieur Merde. Donc Monsieur Merde était un personnage de... Meilleur nom. Quoi ? Meilleur nom. Oui, Monsieur Merde qui est un personnage de Léo Carax qui revient souvent. C'est vrai ? Oui. Je savais pas. Non, mais ça, qui revient souvent dans ses films. Il est revenu dans la première apparition, c'est dans Tokyo, un film avec Bong Joon-ho. Voilà. Putain. Il est revenu dans C'est pas moi, donc c'est Monsieur Merde avec Bong Joon-ho. Ouais. C'est beau. Il s'appelle Tokyo le film si vous voulez voir. Et du coup, c'est un malfaiteur, un espèce de gnome en fait, qui fait de la merde pas possible. Comme son prénom. On voit son zizi. Oui, voilà. Et du coup, j'ai été traumatisé. Voilà, non, la scène, ouais. J'ai été traumatisé. Bien particulière. On voit Denis Lavant avec une bonne grosse gaule. Ouais. C'est pas la femme de Ryan Gosling. Voilà. C'est Eva Mendes dedans. Mais la scène se déroule au Père-Lachaise. Et donc, c'est là où est atterri sa femme, à Léo Carax. Donc, c'est une scène très importante. Léo Carax parle de lui pendant tout le film. Et j'aime beaucoup les acteurs qui parlent de ses pensées, qui parlent de lui-même, de ses traumatismes. Il y a plein de ça. À un moment, on voit sa fille, du coup, qui va devenir un personnage dans son prochain film, dans Canette. Il y a tout un rapport avec toute son histoire, tous ses sentiments. Voilà. Et il y a des singes. Il y a des singes aussi. On arrive. Il y a un drame social qui est magnifique, qui est une scène de drame social qui contient une des punchlines la plus méchante du monde, je trouve. C'est du coup Denis Lavant qui joue un père de famille qui est un peu désabusé, qui retrouve sa fille, qui dit à sa fille mais la pire chose qu'on t'a faite, c'est que tu es toi. C'est tellement un crève-cœur cette scène. C'est horrible, mais c'est un sentiment. Pour moi, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et après ça, et ça finit. Je vais pas tous le dire. Il y a une scène de comédie musicale qui est magnifique. Il y a des voitures qui parlent à la fin. C'est encore magnifique. Voilà. Donc il y a une réplique qui m'a tué aussi. C'est à un moment le personnage de Denis Lavant demande pourquoi tu fais toujours ce métier, pourquoi tu continues. Et il dit pour la beauté du geste qui représente tout le métier d'artiste, d'acteur. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Parce qu'on peut le faire. Et il faut exprimer notre sentiment envers l'art, notre opinion. Et c'est ce que fait Léo Carax avec toute sa filmographie. Voilà, je trouve ce film merveilleux. Allez le voir. C'est une métaphore, pas que, mais une très grande métaphore sur le monde de l'acteur, du cinéma. Et tout ça, de toutes les critiques, un peu de la mort du cinéma aussi. Et je trouve ce film fabuleux. J'aime ce film. Il m'a hanté, il m'hante toujours. Allez le voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? À partir du moment où il y a eu des voitures qui parlaient des singes, moi j'étais dedans.
Ouais, c'était les dernières scènes, mais. Et aussi, t'as été un peu dedans pour la Gaule de Denis Lavant. Non, là, j'ai peur. Moi, c'est plus compliqué. Il y a des passages où je trouve que c'est intéressant, mais il y a des passages où je trouve que c'est vraiment. Je suis réalisateur, je fais le part du cinéma. Je suis d'accord, j'avoue que sur certains points, ouais, ça fait très branlette intellectuelle. Et alors je suis pas con, tu vois, parce que moi par exemple j'ai kiffé le deuxième acte de Dupieux qui est vraiment oui, mais t'es obligé de le rappeler toutes les semaines parce qu'on s'en branle. Parce que c'est important, voilà, au même titre que je vais rappeler sans arrêt que Taxi c'est trop bien. En fait, je trouve que le deuxième acte de Dupieux il est moins lourd parce que il y a beaucoup de choses très lourdes dans l'histoire. Sur le sujet, exactement. Mais moi j'ai bien aimé, encore une fois, c'est juste que en fait, je comprends où il veut aller et je trouve sa métaphore bien faite et très cool à suivre. Mais il y a des scènes qui sont lourdes. Je pense qu'on n'est peut-être pas le public aussi. Non, mais avec il y a des singes. Ça passe ou ça casse. C'est ça le problème. Pour moi, ça passe à 1000 fois. Bah, on l'a ressenti. Je suis le seul. Non, mais je comprends. Très belle chronique. Tu l'as pas écrit, mais très belle chronique. Mais c'est un film très prétentieux. Je suis d'accord avec vous. Mais si tu l'acceptes, c'est pour moi un excellent film. Si tu n'arrives pas à passer à travers le truc très intellectuel, très prétentieux, je comprends que ça peut on peut rejeter ce film, je comprends. Et ben moi c'est toi que j'accepte dans mon cœur. Et ben écoutez, merci beaucoup Hugo. On va faire une petite pause musicale pour sortir de ces univers apocalyptiques et mystérieux et plonger dans un monde beaucoup plus fantastique et chaleureux où le prochain film chroniqué se déroule dans le monde des Muppets. À tout de suite. In search of good times and good news, with good friends you can't lose. This could become a habit. Opportunity knocks once, let's reach out and grab it. Yeah! Together we'll nab it. We'll hitchhike, bus, or yellow cabin. Cabin? Moving right along. Footloose and fancy free. Getting there is half the fun, come share it with me. Moving right along. We'll learn to share the load. We don't need a map to keep this show on the road. Hey, the song is sounding better, Fozzie. Moving right along, we found a life on the highway. And your way is my way. So trust my navigation. California, here we come high in the skyland. Palm trees and warm sand. Though sadly we just left Rhode Island. We did what? Just forget it. I'm moving right along. Hey LA, where have you gone? Send someone to fetch us. We're in Saskatchewan. I'm moving right along. You take it, you know best. Hey, I've never seen the sun come up in the west. Et reprenons le cours de notre émission spéciale voiture avec un film réalisé bien avant tous ceux cités auparavant, à savoir les Muppets, le film sorti en 1979 et présenté ce soir par le talentueux réalisateur de Roy Shaw, monsieur Luca Bernardini. Tout à fait. Alors moi cette semaine j'ai hésité entre deux films avec Orson Welles, petit cinéphile élitiste que je suis, mais bon, j'ai déjà pas mal parlé de mon amour pour Transformers à la radio. Oui, Orson Welles c'est dans Transformers. Il parle tous les films ce gars. Mais on parle jamais des Muppets parce que leur actualité cinéma, elle est inexistante depuis leur dernier film en 2014. Et oui, il y a 11 ans sans film des Muppets, Enfin techniquement en 2018 on a eu Carnage chez les Puppets qui compte à moitié parce que c'est pas les mêmes personnages, mais c'est bien réalisé par Brian Henson, sauf que ça parle de drogue, de meurtre et de pute. Donc les Muppets, ça c'est du cinéma, C'est sorti en 1979 et c'est réalisé par John Frawley. C'est donc la toute première des 8 adaptations de l'émission de marionnettes culte de Jim Henson, et si vous me connaissez, vous savez que je porte un amour profond pour l'univers de cet artiste et en particulier pour les Muppets. Ces personnages me suivent depuis mon enfance et chacun d'eux est très important pour moi. Alors tout comme chacun des 8 films qui leur sont consacrés, je leur porte tous un amour inconditionnel. Ce film est culte tellement qu'il est rentré dans le National Film Registry à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Il a développé des procédés révolutionnaires pour transposer ces personnages dans le monde réel. Ils ont fait plein de tests footage avant le film, c'est vraiment fabuleux à voir ces petites vidéos
sont vraiment des morceaux d'histoire. Et ils ont redoublé d'ingéniosité pour que ces personnages ne fassent pas tâche dans des décors naturels, utilisant la stop motion, des marionnettes à taille réduite maniées par des marionnettistes derrière du velours noir, ou encore des marionnettes radiocommandées en 1979. C'est aussi le deuxième film avec une scène post-crédit de l'histoire du cinéma. Et ouais, Marvel doit tout aux Muppets. Et donc ce film, il raconte l'origine de chacun des personnages les plus importants de cet univers. Pour un fan, c'est assez extraordinaire à découvrir, ça donne une perspective différente de ces personnages et ça renforce encore plus leur relation, surtout celle entre Kermit et Fozzie, une des plus belles amitiés de l'histoire. Ils sont amis depuis les années 70 et ils le sont encore aujourd'hui, c'est quand même beau. Mais alors tout ça c'est bien beau Lucas, tu aimes les Muppets, mais c'est une émission spéciale voiture, non ? Oui, je sais Maxime. Et je me suis pas moqué de vous, ce film a un rapport avec les voitures, c'est un road movie. Tout le film suit Kermit qui cherche à se rendre à Hollywood et donc ce voyage il ne le fait pas à pied, mais bien dans l'habitat naturel de tout bon ours qui se respecte, une Studebaker Bullet Nose de 1951. Mais comment est-ce qu'on fait conduire une Studebaker Bullet Nose de 1951 à un ours et une grenouille ? La réponse ? Eh ben je vais vous raconter, alors c'est vrai ce que je vous dis, d'accord ? Je précise parce que c'est assez incongru. Pour faire rouler cette voiture, un acteur nain était donc allongé dans le coffre, avec une télévision qui retransmettait les images d'une caméra cachée dans le nez du véhicule, et une télécommande lui permettait de conduire la voiture. Je le rappelle, on est en 1979. Cette Studebaker, c'est une de mes voitures de cinéma préférées, je la range à côté de toutes les Batmobiles, que ce soit dans sa forme normale ou dans sa version pimpée du Dr. Dan et du groupe Électrogène. Et l'une des deux voitures utilisées sur le tournage est au Studebaker National Museum dans l'Indiana. Si certains veulent qu'on y aille ensemble, ce serait avec plaisir que je vous laisserai me payer ce voyage extraordinaire. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur ce film, sur les thématiques qu'il aborde, sur ses chansons, le mettre en parallèle avec l'autre chef-d'œuvre qu'est les Muppets Le Retour de 2011, parler des problèmes que l'équipe a eu avec son réalisateur qui ne connaissait absolument pas l'univers des Muppets, ce qui a fait que les prochains films de la franchise furent tous réalisés par des membres de l'équipe de la série, Jim Henson bien sûr, mais aussi son film Brian Henson ou encore Frank Oz. Je pourrais vous parler des caméos de Steve Martin, de Richard Pryor, de Orson Welles ou de la scène légendaire avec Mel Brooks. Je pourrais vous dire que ce film est un des plus importants de ma vie, qu'il me fait du bien et que je connais chacune de ses séquences par cœur et que c'est pour ça que l'affiche de Royce Shaw est un hommage à l'une des photos du tournage de ce film. Mais au lieu de s'éterniser, on va juste finir cette chronique avec une petite vidéo. Why are there so many songs about rainbows, and what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Waouh, incroyable cette vidéo. Moi je tenais à dire que ce film tu me l'as fait découvrir parce que je connaissais pas du tout, je suis totalement étranger à cet univers-là et j'ai été conquis. Je trouve ça magnifique, je trouve les dialogues sont extrêmement bien écrits et surtout très intelligents. Il y a de la punch, du moins la VF, mais je pense que la VO ça doit être incroyable aussi. Franchement c'est très intelligent, c'est pas du tout niais, ça se prend au sérieux et en même temps ça se prend pas au sérieux. C'est les deux, je trouve que ça fait un mélange absolument magnifique. Et puis j'aime beaucoup la voiture aussi. Voilà. Et la blague de la fourchette, elle est hilarante. La blague de la fourchette, tu tournes à la fourchette. Mais il y a beaucoup de blagues hilarantes. Mais je trouve que vraiment, vraiment chaque phrase est une punchline que tu peux ressortir, c'est génial. Et je trouve en plus que c'est vraiment, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ce qu'ils ont fait dans le film avec des marionnettes. Et c'est assez précurseur parce que Frank Oz, il est aussi connu pour un autre film qui sortira une année plus tard, qui est l'Empire contre-attaque, et dans lequel il a joué Yoda. Et du coup, je trouve que s'il n'y avait pas eu les Muppets, peut-être qu'on n'aurait pas eu un Yoda aussi élaboré. Ça, c'est sûr et certain, parce que Yoda a été fait par le Dimension Creature Shop, voilà. Donc par l'équipe des Muppets. Mais il y a plein de choses. Hein. Le troll dans Harry Potter 1, c'est le Dimension Creature Shop. En fait, ils ont à Hollywood, c'est une des plus grandes sociétés qui fait ce genre de choses. Donc sans les Muppets, beaucoup des effets spéciaux techniques d'aujourd'hui ne seraient pas pareils. Et comment ils ont fait pour la scène du vélo ? Alors, en gros, il y avait c'est ça le truc de la marionnette
qui est commandé par une manette, tu vois. Ça c'est fou. C'est dingue. Et ils ont mélangé ça avec de la stop motion. Et t'as des images, t'as des test footage de donc Kermit qui pédale sur le vélo. Et un moment ça marche moins bien. Et tu les vois réessayer plein de fois. Et en fait, la manière de faire ce film est aussi fascinante que le film en lui-même. En fait, c'est dingue. Et ça a continué sur tous les films par la suite. Moi, un des trucs que je préfère, c'est dans celui qui arrivera juste après, donc La Grande Aventure des Muppets, qui lui est réalisé par Jim Henson, qui a le même genre de blague. Et en fait, il faut faire plein de cascades à Miss Piggy au début du film, et à un moment, elle fait « Oh non, mais la prochaine fois, là, j'arrête mes cascades, je les fais plus. » Et du coup, dès qu'il y a des cascades après, c'est un mec dans un costume. Et c'est absolument hilarant. Et il mélange ces trucs de... t'as vu, on utilise une technique de cinéma, c'est marrant, non? Mais même en termes d'humour, je trouve que c'est vraiment précurseur des films Looney Tunes qui viendront après, où t'as plein de gars que les Looney Tunes pourraient faire, qui brisent au 4ème mur, qu'en fait les Muppets ont fait avant, et tu te dis, ah putain, en fait ça a inspiré plein de trucs sans qu'on le sache, quoi. Ouais, carrément, mais c'est très très précurseur. Les Muppets, c'est l'univers de Jim Henson de manière générale, c'est aux États-Unis et dans le cinéma américain, c'est quelque chose de très important. Donc Disney, faites un nouveau film, ou alors je m'en charge si vous voulez. Eh ben écoute, merci beaucoup Lucas pour cette chronique. Et maintenant on finit avec le pire film. C'est maintenant le moment que vous attendiez tous, celui qui va faire passer cette émission de grandiose à divine. L'heure de parler d'un film qui méritait sa chronique depuis bien trop longtemps dans TCS. J'ai nommé Taxi de Gérard Pires. Attachez vos ceintures et cramponnez-vous à votre siège. C'est parti. Les premiers souvenirs que j'ai de ce film les premiers souvenirs que j'ai de ce film sont assez vagues. Je me souviens juste que c'était avec mon père qui m'a initié au premier volet, puis à la saga tout entière. Quand on voulait regarder un film ensemble, surtout lorsqu'il s'agissait d'un film d'action, on attendait les jours où ma sœur et ma mère n'étaient pas à la maison. Il y avait que quand on était tous les deux qu'on pouvait mettre le son bien plus haut que d'habitude et pouvoir entendre les bruits de moteur, de dérapage, d'accidents et de coups de feu tellement forts qu'on avait l'impression d'être dans le film. Plus je repense à Taxi, et plus je me rends compte qu'en plus d'avoir un attachement sentimental extrêmement puissant avec celui-ci, je remarque également qu'il a joué un rôle capital dans la construction de mes goûts et de mes envies dans tout un tas de domaines. Savoir qu'un simple film, qui n'a pas la prétention d'être un grand film, peut avoir autant d'impact sur une personne au point de la métamorphoser comme il l'a fait sur moi, ça montre clairement la nécessité de découvrir le cinéma étant jeune. Ce film m'a fait aimer les voitures, plus précisément les voitures françaises sorties entre les années 80 et le début des années 2000. Vous savez, celle très rectangulaire qui avait plus de 3 couleurs contrairement à aujourd'hui et pas uniquement noir, blanc et gris. C'est pour ça que je suis toujours émerveillé de voir dans la rue des Peugeot 406 évidemment, mais aussi d'autres modèles auxquels j'aimerais rendre hommage. On a tout d'abord les Peugeot 806, 106, 205, 605, 405, 306 et 309. Du côté de chez Citroën, on a la ZX, la BX, la AX, la XM, la CX, la Évasion, la Saxo et la Xantia. Et du côté de chez Renault, on a la Avantime qui est très sous-cotée, la R21, la R25, la Scénic, la R19, la Safran, la Super 5 et le Renault Espace évidemment. Le Renault Espace. Bref, Taxi a définitivement gravé ma passion pour l'automobile de ces années-là, Mais la 406 du film reste la plus belle à mes yeux. Et pas uniquement les miens, puisqu'elle a été élue voiture la plus belle de l'année 1995. J'ai toujours du mal à me faire l'idée que les premiers véhicules de ce modèle ont aujourd'hui 30 ans. Et donc qu'on pourra commencer à voir apparaître sur les routes des 406 avec des plaques noires, celles qui désignent les voitures de collection. Et c'est fou aussi quand même, la version Super Tourisme, la voiture elle est toujours aussi magnifique. Bon, je vous rassure, je vais pas parler que de la voiture, mais du film en lui-même aussi, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui fait que Taxi est un film incroyable à mes yeux ? Bah déjà les acteurs, on a la crème des années 2000, avec Sami Nasri, Frédéric Diffenthal bien sûr, mais aussi Bernard Fassi, Emma Johnberg, Marion Cotillard, Édouard Montout et encore Richard Samel, que des acteurs géniaux dont certains se trouvent également dans un autre de mes films favoris, Nick Gep, où on retrouve Sami Nasri en braqueur d'entrepôt et Richard Samel en soldat d'élite. Promis, je vais faire une chronique sur ce film un jour parce qu'il le mérite largement. La musique du film aussi elle est incroyable, notamment la plus connue, Misirlou de Dick Dale, qu'on entend actuellement en fond. Beaucoup diront c'est la musique de Pulp Fiction. Pour moi c'est celle de Taxi. C'est le générique de Téléfoot. Voilà aussi. C'est pas ça, c'est l'autre. C'est une autre les musiques emblématiques, c'est aussi Tu me plais qu'on a entendu juste avant, Marseille la nuit, Vie infecte ou encore Maudit soit les yeux fermés. En même temps, quand tu confies ta bande son de ton film à Aya mais notamment à Akhenaton, tu sais que le résultat final va être incroyable musicalement. L'esthétique légèrement granuleuse des films pelliculaires des années 90 joue aussi pour beaucoup dans la beauté de ce film. C'est pas du David Lynch visuellement parlant, mais ça sait rester simple et largement efficace, au point de me rendre nostalgique d'une période que j'ai pas connue. Et ça c'est fort. Je
pourrais parler encore 1000 ans de ce film. Des scènes d'action qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin, de l'humour que je comprenais pas toujours et qui a un peu mal vieilli, c'est vrai. Des décors de cette ville, avec cette ville de Marseille qui n'en finit pas. Un scénario de Luc Besson qui, je sais, est problématique. Je sais reconnaître quand un film a ses défauts quand même. Mais je préfère finir en beauté sur un petit extrait du film. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? C'est quoi vos petits bolides là? C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Dis-moi, il sait jouer au lièvre l'allemand? Il sait pas jouer au lièvre? Ben je vais lui apprendre. Passe-moi 55. Vaut peut-être mieux que je descende là, non? Mais non, tu vas voir, je suis sûr qu'ils sont très joueurs. Alors, le lièvre, ça se passe comme ça. C'est 55 à celui qui passe son capot devant le mien sur 2 tours. 1 plus 1. Ils savent compter, c'est bon? L'argent nous intéresse pas. Ah, j'ai dit 55 parce que j'ai des scrupules à vous prendre plus, hein. Mais un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas vraiment un touriste, hein. Dis-moi, tu jettes un œil dans ton rétro au cas où je serais déjà derrière toi au 2e tour. Ça sert à rien que tu te tapes un tour gratuit, hein, ma poule. Les amis, bon, je sais que le film autour de la table il fait pas consensus. Néanmoins, est-ce que vous pouvez m'en donner un avis le plus objectif possible? Mais je trouve que c'est vraiment genre le film des années 90-2000 qui veut trop être cool. Alors du coup on a mis la musique de Pulp Fiction parce que c'est trop peu cool Pulp Fiction. Et on a mis des taxis et des voitures qui vont vite parce que c'est cool les voitures qui vont vite. Et il y a Sami Nasseri, il est pas du tout prêt. Ah si merde. Non enfin en fait genre j'ai vraiment, pour moi c'est vraiment la définition du film de beauf. C'est racoleur. Regardez, on met Marion Cotillard à poil. Venez voir notre film. Justement. C'est la scène qui a traumatisé Lucas, il me semble. Non, ça m'a pas traumatisé. C'est la première fois que j'ai vu une femme nue dans le. J'avais quoi, 4-5 ans, je regarde la VHS, je fais. La semaine dernière, tu sais. Non, j'avais 4-5 ans, je regarde la VHS et je fais. Attends, qu'est-ce que. C'est à ça que ça ressemble alors. Non mais du coup ouais non, pour moi c'est vraiment le film a une odeur, le film de beauf par excellence. Le film a une odeur, il a l'odeur des films de TF1 le dimanche soir. Le film sans le pastis. Ouais mais parfois les films de TF1 dimanche soir c'est réconfortant. Ça marche. Ça marche mais il a une odeur, il a un truc. Il a une honneur. C'est Bernard ou Gérard Farcy? Bernard Farcy, il est marrant moi je trouve. Oui, bon après ça reste un personnage culte mais bon. Après dommage qu'il y ait une agression sexuelle dans le film mais bon. Oui, c'est vrai. Il y a une scène qui a très mal vieilli, c'est vrai. Donc, du coup, si vous cherchez l'orientation politique de Maxime, elle n'est pas tellement en accord avec le studio. Oh. Merci de m'avoir uni tout ça. On va passer tout de suite. On va mettre la 4e et on va passer à notre carte blanche de la semaine. Vous faisiez quoi là tous les deux dans le noir? On développait des photos. Des photos? Non, enfin, mais c'est pas le moment de développer des photos. Là, il y a le préfet qui nous attend. Dans les chroniques précédentes, on a parlé de nos films favoris avec des voitures, mais il est possible qu'on puisse trouver certaines scènes moins bonnes, des dialogues un peu bancals, un acting pas toujours au top, des véhicules pas assez présents. Ce qui nous amène à notre carte blanche avec comme thème de ce soir, quels seraient nos films de voitures ultimes? Réalisateur, scénario, casting, esthétique, voiture, de quoi serait composé votre film automobile parfait? Hugo. Je vais être rapide. Donc déjà, est-ce que vous savez que j'aime Léo Carax? Oh putain. Ouais, au fait, un film ultime de voiture, c'est Léo Carax et des Ferrari, c'est fini. Ah, avec des... Okay. Donc si la limousine à la place, c'est une Ferrari? Alors le film est incroyable. Mais il est déjà incroyable. Donc il est déjà presque parfait. Voilà. Ok. Hugo Paccard. Alors moi, il faut savoir que quand on a préparé cette émission, j'hésitais entre 2 films, à savoir Fury Road donc et Retour vers le futur. Du coup, si on peut faire Fury Road mais que les voitures elles peuvent aussi voler, bah alors pour moi c'est banger. Donc Fury Road, Mad Max 2 quoi. Oui. Oh, c'est pas une voiture qui vole, mais ils volent dans Mad Max. Oui, mais c'est moins, c'est pas aussi. Oui, bon. Et là, pas le même budget. Hein. Donc Fury Road avec une DeLorean. Non, au moins avec une voiture qui vole. Peut-être pas qui voyage dans le temps, parce que ça serait quand même un petit peu abusé. Mais et avec Doc en VF seulement. Doc en VF, c'est juste Doc en VF. Alors, Lucas Vanacker. Bah moi, c'est un peu le même univers de Jean Rover. Genre, on reste moi, aucune humanité, mais l'humanité à travers un personnage appelé Marion Cotillard. Évidemment, voilà. J'étais sûr qu'il allait balancer Guillaume Canet. À travers une voix. Guillaume Canet? Oui, maintenant, je suis là. Et Guillaume Canet, et il a eu une Grande Torino. J'adore cette voiture et j'adore le film de Newton. Et j'aimerais beaucoup que ce soit le compositeur Mike Richter. Je sais pas si vous connaissez le compositeur de Ad Astra, de Zemstray. Ouais. C'est un compositeur qui, à chaque son, il utilise. Max Richter, oui, c'est ça. Okay. Qui fabrique. Il a fabriqué l'échelle. Oh là là. Pas mal. À chaque son, il fabrique, il me touche profondément. C'est un compositeur. C'est celui qui a fait In the Nature of Daylight.
C'est ça, qui est dans Contact. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, le compositeur est un film où vraiment il y a aucune humanité. Ça va bien ou pas? Ça va ou pas dans la vie? T'as besoin d'aide, Lucas? Tu viens de connaître, tu apprends à connaître Lucas en ce moment? Parce que déjà que tu t'étonnes sur Guillaume Canet. Voilà, allez, Et enfin, Lucas Bernardini, est-ce que dans ton film de voiture, il doit impérativement y avoir des Muppets? C'est compliqué. Est-ce que dans ta voiture de rêve déjà il y a des Muppets? Peut-être bien. Ouais. Non mais en vrai de vrai, en fait je sais pas trop, je dirais en fait film de rêve c'est quoi? Le film que j'aimerais faire? Non, le film que j'aimerais voir. Le film que t'aimerais voir et tu dis ok, il y a rien à jeter, tout est parfait. Oh là là, c'est chaud. La question est dure. C'est super chaud. Alors, après, à moelle. Après, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Simon qui a trouvé cette question de merde. Non. En vrai de vrai, je sais pas trop. Je pensais vraiment. Comment il s'appelle le réalisateur de District 9? Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. J'avais trop envie de le voir faire un film de voiture et finalement il a fait Gran Turismo et j'ai pas trop kiffé. Mais je pense que si je devais voir un réal faire un film de voiture, je redonnerais une chance à Neil Blomkamp parce que sa mise en scène elle marche du feu de Dieu pour ce genre de choses. Et je pense que je mettrais Benoît Magimel. Mais moi je verrais bien, tu vois, un mec genre Matthew Vaughn faire un film de Madiole, mais ça serait dans une condition qui est un peu irréalisable. Ça serait que Brad Allan soit de retour aux cascades et malheureusement Brad Allan est décédé. Ouais. Donc moi je vois bien les sœurs Wachowski faire mais je sais qu'il y a Speed Racer. Il faire un autre film de voiture, j'ai envie de voir ça encore. Après film de voiture, est-ce que film de voiture c'est genre film de course ou parce que film de voiture, genre un road movie c'est un film de voiture? Un film parce que Thelma Louise c'est parfait aussi. Ouais, bien sûr. Oui. Parce que en vrai en fait il y a plein de genres très différents où on peut considérer que c'est des films de voiture et je pense que je sais pas si j'ai une volonté en particulier de voir un film de voiture avec un casting particulier ou quoi. Et puis de toute façon on est toujours plus ébloui parce qu'on ne veut pas que parce qu'on veut. Si demain le film de voiture qui répond à tous nos critères arrive, bah on pourra forcément être déçu parce qu'on s'y sera attendu. Alors que demain un film de voiture audacieux auquel on s'attend pas du tout arrive, et bah il nous éblouira forcément plus. Après écoute, peut-être que le meilleur film de voiture arrive dans quelques mois vu que F1 de Joseph Kosinski. C'est vrai que Joseph Kosinski en film de voiture c'est vraiment un truc à voir, ouais. Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick, faire et de Tron Legacy aussi, avec sa scène des motos. Le voir à la barre d'un film de voiture avec Brad Pitt, avec Jimon Hunsu, bah ça donne très très envie. Donc peut-être ce sera ça. Pour l'instant, ça sera peut-être. Il y a Rapide aussi, le réalisateur de AK. Ouais, c'est moi je l'attends moins. Même si j'aime beaucoup Alban Lenoir, mais j'ai l'impression qu'Alban Lenoir il aime bien les bagnoles aussi. Hein. Oui. Balle perdue, c'est Balle perdue 3 qui va sortir. Balle perdue d'ailleurs, où il y a une Renault 21 aussi. Et qui se passe à Montpellier. En plus, voilà. Qui était tourné à Montpellier, mais qui se passe. Ah, il se passe pas à Montpellier? Non, ça se passe pas forcément à Montpellier, mais il y a eu des scènes à Montpellier. Je peux être honnête? Oui. J'ai vu que là. Ah, ok. Donc. Je peux être honnête? On fout un peu de balle perdue. Ok. Je peux être honnête, le 2 est très bien aussi. Ok, merci d'être honnête. On peut être honnête. Allez voir Holly Motors. Et bah écoutez, merci beaucoup les copains d'avoir participé à cette carte blanche. Il est l'heure de voir qui a passé le plus de temps devant les plus grandes sagas automobiles de l'histoire. C'est l'heure du quiz concocté et présenté ce soir par Hugo. On enchaîne directement la 5e. Ciao. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Cette semaine, un quiz spécial consacré donc aux voitures, bien évidemment. Du coup, on aura à ma droite, c'est l'équipe des Lucas, avec Lucas V en chef d'équipe, qui seront donc l'équipe Starsky et Hutch. Et à ma droite, l'équipe Maxime et Hugo. Maxime, chef d'équipe, l'équipe de Daniel et Emilien. Désolé, Hugo. Je peux changer, s'il te plaît? Non. Moi, je donne le titre de l'équipe. Pierre et Sylvain. J'ai fait une petite, un petit changement cette semaine. Alors pour cette semaine, c'est dans le titre, je suis à la recherche d'un film à regarder avec des voitures. Alors inventez-moi au plus vite un titre de film comprenant le mot voiture qui m'accroche suffisamment. Allez, vous avez 30 secondes. C'est l'histoire d'une voiture qui rencontre un mécano. C'est un titre, Maxime, que je t'ai demandé. Oui, bah c'est ça. Le titre, c'est ça. C'est l'histoire d'une voiture qui rencontre un mécano. Viens dans ma voiture, j'ai plein de cookies. Alors, j'avoue que viens dans ma voiture, j'ai plein de cookies. Ça me fait beaucoup penser à un film, genre un titre de film de Michel Blanc. Du coup, je vais prendre ça. Non, là.
Ça fait donc 1-0 Arrête de parler. pour les Lucas. musique de film, dans quel film entend-on cette musique? Ça a plutôt un rapport avec la voiture ou pas? Mad Max. Furiosa. Non. Oh. Mad Max Il y a un Furiosa. rapport avec un acteur qui est dans un des films qu'on a chroniqué. Ah putain. bah- Citizen Ah, Kane. Batman. C'est The Batman, tout The à fait. Batman. Oh, C'est wow. The Batman de Matt Reeves, tout à fait. Et c'est la scène de la Batmobile. Et C'est pas le grave, rapport, c'est que c'est Robert pas grave, Pattinson- je l'ai juste vu 10 fois au cinéma. Oui, oui. En or, on doit retrouver les vraies infos parmi ces propositions. Lorsque Ford aura proposé un énorme chèque pour remplacer la DeLorean par une Mustang, Bob Gale et Robert Zemeckis ont répondu Doc Brown doesn't drive a fucking Mustang. Soit, Doc Brown ne conduit pas une putain de Mustang. Oui. Pour nous, c'est en or. En or, c'était effectivement en or, il y a actuellement deux partout, et oui, même que des employés de chez DeLorean ont imprimé cette phrase sur un t-shirt. A l'inverse, si Bumblebee devient Camaro dans le premier film Transformers en 2007, c'est parce que Michael Bay a accepté un gros chèque de General Motors. Ah putain, je la connais. Je vais dire Hugo a l'air sûr de lui. Moi je dis un or. En or ici. En or aussi. Effectivement, 3 partout. Bon, Michael Bay ne me surprend pas. De toute façon, il faut bien bouffer. Et enfin, un dernier en or ou en bois, la Porsche 911 conduite par Will Smith sur le tournage de Bad Boys appartenait à l'acteur qui l'a prêté pour le tournage. J'en ai aucune idée. Le premier. Bon, je dis lequel, le Bad Boy? Le premier. Ah, Je sais pas. Ouais, je dirais en bois. Ouais. En bois. En or. Ah, c'est possible. En or. Ouais. Eh bien, c'était en bois. En fait, c'était Normal, celle y a pas de de, voiture. c'était celle de Che Cario, d'où le fait que la plaque avant soit française, que c'est pas obligatoire d'avoir une plaque à l'avant aux États-Unis. Il a même pas le permis, Will Smith. Qui a dit les producteurs de cinéma achètent des grosses voitures américaines pour venir vous annoncer plus vite qu'ils sont ruinés? Attention, c'est pas un mec du cinéma. C'est un poète, non? C'est un poète. C'est Jacques Prévert. C'est Jacques Prévert. Putain, la vache. Il est fort. Parce que c'était, j'ai fait des cours de production et c'était une phrase qui revenait. Jacques Prévert avec TCS, c'est aussi de la culture G. Coup spécial vroom vroom, hein, bien évidemment. Qui c'est celle-là? Alors, c'est pas un personnage qu'il faut retrouver. À votre avis, dans quel film retrouve-t-on cette voiture? La Honda Odyssey? Deadpool et Wolverine, tout à fait, Lucas. Et ça nous fait 5-4 pour Maxime et Hugo. Une réplique, un film. De quel film est tirée cette scène? La Cité de la Peur. Et putain, oui, la Cité de la Peur. musique. La Cité de la Peur, tout à fait, Lucas. Ça fait 5 partout. C'est la scène de la Renault Safran édition illimitée Palme d'Or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Et en plus, Exactement. on cite encore Renault Safran, voilà. Le jeu des synonymes. Sortez-moi de là. Le jeu des synonymes. Je vous donne un titre avec des synonymes. À vous de retrouver de quel film je parle. Le truc au McDo pour récupérer sa bouffe en voiture. Drive. J'ai eu. Ça fait 6-5 pour Maxime et Hugo. Merci le Québec, ça va aller très très vite. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Fast and Furious, tout à fait, Hugo. Il a été également Fashion Furious. Jean-Michel mange micro. Merci Sens Critique. Je vous récite évidemment une critique que j'ai trouvée sur Sens Critique. Vous en avez l'habitude. Alors celui-là, il vaut 0 étoile. Taxi. Taxi 2. Taxi 2. Ah oui. Il y a 8-5 pour Maxime et Hugo. Se tenir sur lui-même. Pas tourné. Alors, pas tourné. James Bond est désormais indissociable de son célèbre Aston Martin DB5, mais en réalité, seules 3 itérations d'agents secrets ont conduit la célèbre voiture. À votre avis, parmi ces 4 acteurs, lequel n'en a pas eu l'occasion? Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ou Daniel Craig? C'est lequel qui n'a pas conduit quel modèle de voiture, t'as dit? Bah, la Aston Martin de James Bond, la plus connue. Ok. Alors, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ou Daniel Craig? Bien sûr. Non, mais je pense. J'aurais dit il y a une scène. À gauche aussi, ouais. Le 2. Non, mais je suis pas sûr. À gauche, à droite peut-être. En fait, le deuxième pour nous. C'est Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore. C'est Roger. Roger Moore. Eh bien, sachez que Sean Connery l'a conduit. Sean Connery l'a conduit dans Goldfinger et Opération Tonnerre. Pierce Brosnan dans GoldenEye et Demain ne meurt jamais. Et Daniel Craig dans Casino Royale, Skyfall, Spectre et Mourir peut attendre. Donc tout à fait, c'est Roger Moore qui ne l'a jamais conduit de sa vie. Ça fait donc 9-6 pour Maxime et Lucas, Maxime et Hugo toujours. Question casting: John Ratzenberg, Guillaume Orsat, Paul Newman, Bernard-Pierre Donadieu, Michel Fortin, Larry de Cable Guy, Cécile de France. Putain, Cars, et oui. Putain, j'avais The Cable Guy. Oui, The Cable Guy, c'est le surnom. Cécile de France, Bonnie M, Guillaume Canet, tout à fait. Cars. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Cars 2. Non. Cars 3. Non, c'est pas un Cars, ça a un rapport avec le monde de la course. Speed Racer. C'est pas Speed Racer. Turbo. C'est pas Turbo. Gran Turismo. Non, non plus. Un film, alors c'est Le Mans 66. Et le Mans 66, tout à fait. Il y a 8-9 pour Maxime et Hugo, mais vous remontez petit à petit. Et nous arrivons à notre duel time de la semaine.
C'est Maxime qui répond donc en pas, première question. On a perdu Hugo. On a perdu. Maxime, tu as le choix entre populaire ou la meilleure voiture de l'histoire du cinéma. Ouais, je vais faire le même. La meilleure voiture de l'histoire du cinéma, si t'as mis la 406, ça me fait plaisir. Mais il n'a jamais mis ça. Il a jamais mis ça. La meilleure voiture de l'histoire du cinéma, laquelle de ces anecdotes sur la Batmobile de 89 est vraie? Mais non, Ça, c'est mon lui qui copain. répond. Non, mais tu dis c'est la meilleure voiture, donc je suis content. Elle utilise 2 châssis et un moteur V8 de Chevrolet Impala. L'humoriste Jeff Dunham en a acheté une pour rouler avec au KLM. Elle tombait régulièrement en panne pendant le tournage, ou durant le tournage, elle a été surnommée la Keaton Mobile. J'ai compris. Je connais la réponse. Ah putain, mais lui en plus il Donc a laquelle le est cas. fausse? Laquelle est fausse? Redis les anecdotes. Elle utilise 2 châssis et un moteur V8 de Chevrolet Impala. L'humoriste Jeff Dunham en a acheté On peut une dire que pour c'est rouler un 4 à la avec suite. au KLM. Elle tombait régulièrement en panne pendant le tournage, ou durant le tournage, elle a été surnommée la Keaton Mobile. Les marionnettes et les Batmobiles. J'ai envie de dire le deuxième que t'as dit, le fait. L'humoriste Jeff Dunham en a acheté une pour Ouais. rouler avec. Ok. Même Alors- si je sais que j'ai pas juste. Lucas V, il te reste donc populaire. Populaire. Non, pas ça. Sur tous les films où chacune de ces voitures joue un rôle prédominant, laquelle a fait le plus d'entrées en France? La DeLorean de Retour vers le futur, l'Interceptor de Mad Max 1, 2 et 3, Fury Road ne compte pas parce qu'elle apparaît 10 secondes dans Mad Max Fury Road, la Batmobile de 2005, ou l'Ecto 1 de Ghostbusters. Oh, l'Ecto One. Sachant que l'Ecto 1 c'est tous les Ghostbusters qui comptent. C'est quoi la question? Redis. Et laquelle a fait le plus d'entrées en France? Ok. En France. Ouais, l'Ecto 1 c'est tous les films qui comptent, y compris le reboot de 2016. Quoi? Le reboot. Ah, j'ai osé un DeLorean. La DeLorean de Retour vers le futur, je note. Alors, cher Maxime, Si, peut-être, mais tu m'as dit que l'humoriste Jeff Dunham en a acheté une pour rouler avec au KLM. Eh bien, c'est vrai en fait. Il en a effectivement acheté une. Je sais Elle parce est que homologuée. parce que je la voulais. Et ouais, elle est homologuée pour rouler sur la route. D'ailleurs, il y en a même, quelqu'un en France qui en possède une. Et c'est non, moi. par contre, elle ne tombait pas du tout en panne pendant le tournage. Ça allait plutôt bien. C'est même plutôt celle de 2005 qui tombait en panne. Vous redescendez donc à 6 points. Et cher Lucas, sache que la Lecto 1, malgré 5 films à son actif, n'a fait que 7 millions d'entrées. Non, mieux. Que l'Interceptor non. de Mad Max a fait 8,7 millions d'entrées. D'ailleurs. La Batmobile est à 8,9. Ouais. Retour à le futur n'est qu'à 8. Donc malheureusement c'est la Batmobile qui a fait le plus d'entrées. C'est la Batmobile. Vous redescendez donc à 8.3, 5 La points. victoire pas du tout méritée. Et donc tout à fait, c'est Totalement Maxime mérité, et Hugo qui remportent la victoire sur ce quiz. Félicitations. Ah là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, vous êtes bien battus les copains. bien Et bah battu. écoute, merci beaucoup d'avoir fait ce petit quiz. Oh, mais Hugo, de rien, ce n'est que mon qui était métier. de toute beauté, voilà. Et bah on. C'est pas le bon film. Et bah on passe fond 6ème avec les recommandations de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Faisons un petit tour de table. On commence avec Hugo B. Quelle est ta recommandation? Vroom, les voitures, on continue de ça, comme ça. Donc je vais continuer et je vais dire la saison 2025 de la Formule 1. Voilà, on a une nouvelle année de fou. On a 6 nouveaux rookies. On a le transfert le plus incroyable de l'histoire. Donc McQueen. Oui, c'est ça. On a Hamilton qui va chez Ferrari. Donc allez La voir comédie ça. musicale. On a un peu la dynastie Verstappen qui est en train de s'effondrer. Ça va être incroyable cette année. Et Grand Prix du Japon à 4h du mat ce dimanche. Hugo P, quelle est ta recommandation? Moi, je vais devoir tracer ma route loin du monde de la voiture, mais je vais vous parler de la série The Boys. Je sais que c'est très connu, mais moi, je suis complètement passé à côté. Et au final je l'ai bingé pendant 3 semaines. Là, j'ai fait les 32 épisodes. C'est génialement drôle, c'est très pertinent politiquement. Maxime, tu vas adorer parce qu'il y a énormément de tripes, de sang, du sexe et Jeffrey Dean Morgan. J'ai Donc, presque envie de la voir, en fait, surtout parce que JDG la recommande et dit que c'est très très bien. et il y a Jeffrey Dean Morgan aussi, donc voilà. En plus, il y a Negan, que demande le peuple. C'est très très bien et ça permet de mettre en lumière aussi que Jack Quaid est plutôt bon. C'est pas non plus un grand talent, mais moi il me fait très plaisir à voir. Et Karl Urban, absolument charismatique. Anthony Starr. Lucas Starr aussi, Bernardini, quelle est ta recommandation? Bah moi, rien à voir avec les voitures et rien à voir avec Mario les Le Boys. à poil. Non. Non, moi je vous recommande un jeu que ma copine m'a acheté il y a une semaine et sur lequel j'ai déjà plus de 35 heures. C'est WWE 2K25. Alors c'est pas très beau, il y en a un par an, mais là le mode histoire est assez extraordinaire. Ça m'a fait vivre des émotions que je ne pensais pas vivre en jouant à un WWE 2K. C'est vachement bien si vous êtes fan de catch et la semaine prochaine je vous recommanderai WrestleMania, donc vive le catch.
Bon, voilà, la plante Vive le catch. Hein La plante Vive le catch. J'ai parents qui avaient acheté une plante avec marqué Vive le catch pour leur gamin à Noël. C'est super. Je t'expliquerai en off, c'est gentil. Donne-lui pas des idées à la con comme ça, dis donc. Lucas V, quelle est ta recommandation? Le film Le Opéré, réalisé par Costa Gavras, sorti en 2005. Un film qui parle d'un homme qui a été viré à cause d'un problème de délocalisation. Une boîte est totalement partie en vrille. Et lui, il va chercher à retrouver du travail jusqu'à même tuer les concurrents qui participent au même poste de lui. Et c'est osé, c'est cruel. Et José Garcia, dans ce rôle-là, c'est totalement ambitieux. Et ça a fait un immense film. Donc Oscar Gavras, j'ai un immense respect maintenant pour son film et sur cette personne en tant que réalisateur. Et j'ai très envie de le voir, surtout parce que je sais que ce film, c'est une recommandation que t'as fait Olivier Gutierrez. C'est ça, voilà. Pas mal. Qui n'a pas accordé d'interview, Olivier Gutierrez. Voilà, un peu déçu, Olivier Gutierrez. Olivier t'abuses, hein. Ce sera pour la prochaine fois. Qui est cette personne en fait? Qui Tu n'as pas connu le dieu de la voiture à Polva, voilà. Georges Mineur? Non. Bah il était pas à Polva. Non. Il était à Polva. On sait pas trop, mais. Merci du conseil. Il est maintenant l'heure de détacher sa ceinture et d'ouvrir la portière vers une nouvelle destination cinéphilique. Un immense merci à Hugo, Lucas et Lucas d'avoir été à mes côtés pour cette émission. On aurait dit Dupont et Dupont. Cette émission qui me tenait particulièrement à cœur. Merci également à Alexandre et Yanis d'avoir été là à la régie ce soir et de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée et de nous avoir carré surtout parce que putain c'était dur. Un grand merci. Exactement. C'est ce qu'elles disent tous. Voilà, allez, c'est parti. Un grand merci à mon papa de m'avoir fait découvrir la saga Taxi. C'est ce qu'elles disent toutes. D'accord. Et à son patron Stéphane de lui avoir offert le coffret de la trilogie Taxi sans laquelle cette passion qui m'anime n'existerait tout simplement pas. C'est ce qu'elles pas. disent toutes, le patron Stéphane ou pas? Hein? Qui? Quête. Voilà. Non, qui a demandé surtout? Le patron Stéphane. Ah, d'accord. Le patron de mon père. Si l'émission vous plaît toujours autant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et YouTube, pour revoir nos émissions, ainsi que sur les plateformes de streaming Deezer et Spotify, pour écouter ou réécouter les plus beaux sons de moteur entendus ce soir. La semaine prochaine, nous reprenons une émission plus classique et plus simple, je l'espère en tout cas, présentée par le réalisateur Luca Bernardini, ici présent. C'est moi. Avec 3 nouveaux films au programme. Est-ce que tu as bossé les films au programme? Oui, il y a Minecraft. Natacha, presque hôtesse de l'air, et The Grill. Et The Grill. Mais surtout, Minecraft que j'ai vu, qu'on a déjà vu tous les deux d'ailleurs. Minecraft. Voilà. J'ai bloqué l'imoteur. Eh bien écoutez les copains, on se quitte sur la pause musicale de fin. Alors attendez, je regarde ma to-do list. Alors parler de Taxi 1 c'est fait, parler de Taxi 2 bah ça c'est dans la scène d'introduction de l'émission, donc ça se fait aussi. Et bah on va faire Taxi 3 vu qu'il manque. Et Taxi 5 Non, Taxi 5 il n'existe pas, c'est Franck Gastambide, c'est un violeur. Et Taxi 4 Et Taxi 4 il pue la merde. Complètement blanchi. Pardon. Mais laissez-moi tranquille. Donc du coup on va s'écouter le générique le fabuleux générique du 3e volet de la saga où on a notamment Sylvester Stallone. C'est incroyable au début. Et très certainement l'un des meilleurs génériques tout taxi confondu. The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Spy dans l'air. Il y a du spy dans l'air. J'assure au pieu et que le lit prend feu. Si avec des scies je te fais monter dans les cieux, ce n'est pas entre tes cuisses que naîtra le bonheur. Il n'y a qu'après l'amour que j'entends battre mon cœur. Simple locataire de ton corps, de ta chair. Toi la proprio de toute ma vie sur cette terre. Elle m'a trouvé beau, moi le bébé du ghetto. Ça groove dans les salles, écoute, suis la réal. Box office, mais que fait la police? Doc J fait swinger les miss. Fusée dans l'espace, passe
traverse le temps face et il chasse. Yes, défie ses adversaires dans les face à face. Accomplit sa mission et s'efface tout masse. Comme une fusée dans l'espace. Passe, traverse le temps face et il chasse. Yes, défie ses adversaires dans les face à face. Accomplit sa mission et s'efface tout masse.